Bonjour à tous. Je voudrais essayer de proposer, non pas une conclusion, mais un prolongement de cette table ronde, en commentant les mots que j'ai notés: insidieux, public contraint, public populaire, instituant institué, par le bas, lutte sociale, visibilité, gagner. Voilà, je vais essayer de tricoter quelque chose à partir de là. Et puisque nous sommes dans un contexte d'anniversaire, j'avais spontanément pensé à cette nouvelle de l'écrivain argentin Borges qui nous fait comprendre que la vie est un jardin aux sentiers qui bifurquent et que ces bifurcations peuvent nous mener dans des sens bien différents. C'est un peu le climat de cette table ronde. On est devant, me semble-t-il, une bifurcation. Et j'avais préparé quelques citations. Il y en a une qui tombe pile poil, hein, Félix Guattari. Les droits ne sont pas garantis par une autorité divine. Ils reposent sur la vitalité des institutions et des formations de pouvoir qui en soutiennent l'existence. Deux petits commentaires. Je pense que ça a été dit. C'est pas en nous plaignant que nous allons faire progresser les droits. C'est en faisant preuve de vitalité. Et ce n'est pas en ayant une vision monolithique des services publics que nous allons y arriver non plus, puisque les services publics sont quand même des formations de pouvoir qui soutiennent l'existence des droits aussi, même si souvent ils nous embêtent, mais il y a cette dimension-là de la démocratie qui me semble nécessaire. Je trouve que la FESIFA était bien inspirée d'organiser ces deux temps de débat qui tiennent à une bifurcation devant laquelle nous sommes. Hein. Est-ce que notre autonomie associative est menacée ou perdue ou auto-abandonnée par certains de nos collègues, hein, bon. Et l'après-midi, en miroir, est-ce que le développement de l'action d'éducation permanente peut inspirer toute la vie associative? Moi, je traduis ça un peu abruptement. Est-ce qu'on veut se réfugier dans une niche vertueuse ou bien est-ce qu'on veut plonger dans des luttes pour le champ du pouvoir? Voilà, je vais essayer d'illustrer ça, puisque pour moi, la question de l'autonomie associative, elle traverse deux questions entremêlées, difficiles. La première, c'est est-ce que nous sommes soumis à un mécanisme spécifique, nous, ou bien est-ce que nous sommes soumis comme d'autres à un mécanisme général et que donc nous aurons intérêt à en rejoindre d'autres dans une lutte globale? Et il y a une deuxième question, est-ce que notre action en faveur de l'autonomie associative peut se contenter d'être défensive ou bien est-ce qu'elle doit s'imposer d'être aussi offensive? Vous aurez compris sans doute que je suis plutôt partisan d'un mécanisme général et d'une action offensive. Je ne pense pas que nous soyons de pauvres petits poussés isolés à nul autre semblable. Je pense que nous pouvons nous penser comme des participants à une lutte globale et donc je vais suivre les suggestions de certains en m'appuyant sur l'expérience des mouvements ouvriers pour voir comment nous pouvons faire tout cela. Je vais, en faisant cela, commenter ce qu'Anne-Hélène a dit en employant l'adjectif insidieux. Pourquoi est-ce que c'est insidieux? Bon, si nous nous souvenons de la première lutte autour de l'organisation du travail, c'est le taylorisme, Daniel Linhart décrit très bien ce qui s'est passé. Donc, on a observé la manière dont les ouvriers s'organisaient, on a capturé cette manière, on l'a traduite et détournée en des méthodes, et un bureau des méthodes a conquis le monopole de l'organisation du travail. Et Daniel Linhart note que s'étonne de la faiblesse de l'opposition que les organisations syndicales ont déployée à ce sujet. Mais donc, un bureau des méthodes, ça dépossède, ça détourne, ça affaiblit et ça construit un monopole. Si je me porte cette fois-ci après les mouvements culturels des années 60, nous avons observé un mécanisme assez semblable. Le capitalisme a confisqué les ressources culturelles qui étaient les nôtres, le sens qui permet la croyance, l'engagement, la liberté qui permet la créativité, l'innovation. On a capturé cela en disant c'est nous qui allons le faire. On les a retournés au profit des maîtres du travail qui nous imposent maintenant de nous donner à fond,
de croire à des valeurs qu'ils ont définies sans nous, de mériter leur confiance, et en cassant même la solidarité des collectifs du travail, puisqu'on affirme désormais que tout le monde est dans un même bateau, menacé par une concurrence, on n'y est pour rien, c'est pas nous, et donc il n'y a plus lieu d'être de mener un conflit de classe. Moi, je pense qu'on pourrait dire qu'il s'agit de l'action d'un bureau des valeurs, qui a fait comme le bureau des méthodes, c'est-à-dire capture, détournement, affaiblissement. Et ce bureau des valeurs revendique un monopole de la légitimité en la matière, et nous connaissons les postulats qu'il diffuse partout. Le marché, c'est la liberté, les entreprises ont une responsabilité sociétale, la théorie du ruissellement, ça c'est magnifique, la croissance permet la richesse qui coule d'elle-même jusqu'en bas des positions sociales, on le voit tous les jours, même Joe Biden n'y croit plus, mais ça continue à inspirer une majorité des raisonnements politiques aujourd'hui, en ces temps de crise et de dette abyssale, comme on dit. Alors, pourquoi est-ce insidieux? Parce que ces bureaux des méthodes et ces bureaux des valeurs s'appuient sur des acteurs dérivés et des acteurs non humains. Un acteur dérivé, c'est un acteur à qui on fait jouer un rôle. Pensons par exemple au rôle qu'on fait jouer aux clients dans les entreprises. Ce n'est pas nous qui imposons les méthodes, c'est à cause du client, des exigences de celui-ci. L'introduction de la logique client dans les services publics, les CPS par exemple, on l'a évoqué, mais aussi des départements de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est une action d'un bureau des valeurs, puisqu'on nous dit, en réalité, c'est en se comportant comme les exploiteurs que l'on pourra aider les surexploités ou les sous-prolétaires. KPMG, je suppose, ne nous démentirait pas. Alors, un acteur non humain, c'est quoi? C'est des formats, des schèmes de pensée, des outils, des concepts inventés dans les laboratoires de sciences sociales ou les think tanks internationaux, c'est ce que Jacques Moru appelait des outils notamment, des outils de pensée. Et nous avons affaire, effectivement, impulsés par des bureaux des méthodes et des bureaux des valeurs, à une série d'acteurs non humains qui compromettent notre autonomie et le sens de notre action. Beaucoup ont été nommés, donc je ne vais pas les commenter longuement. L'appel à projet, qui dépossède l'associatif de sa capacité d'écoute propre du monde social, de ses analyses et surtout du rythme de son travail. L'évaluation, qui est une invention du courant associationniste, une réflexion collégiale égalitaire sur le sens et la valeur. Bon, tout ça a été retourné, capturé, manipulé, de telle façon que maintenant l'évaluation soit en fait un contrôle déguisé. Le polysubventionnement, puisque si on se souvient de l'analyse de Mintzberg, but de mission, but de système, c'est toujours à l'associatif que l'on reproche d'oublier ses buts de mission pour les buts du système, ce qui n'a jamais été prouvé. Par contre, nous voyons des entreprises enfler leurs buts de mission, se décréter en mission pour la santé, ou de toute autre chose comme ça, en se gonflant de buts de mission qui sont le cache-sexe de la recherche pure et simple du profit. Et je voudrais insister simplement sur un seul exemple critique, puisqu'il a été évoqué, c'est la logique de planification et l'obligation pour nous de traduire nos actions en actions planifiées, traduites en indicateurs de résultats qui sont imposés dans beaucoup de secteurs de l'associatif. Et je voudrais montrer que l'introduction de ce schème de pensée est de nature à attaquer le cœur même de l'action d'éducation permanente. En vous citant, cela s'imposait, 10 lignes de Marcel Ichter qui résonnent fort bien, vous verrez, avec une série de débats qui ont été menés par cette excellente table ronde. Alors, je cite Marcel Ichter, c'est à propos de l'animation socioculturelle, et Marcel Ichter dit ceci: « Le mandat de l'animateur concerne une collectivité donnée, et c'est au groupe qu'il doit des comptes. C'est le contrat moral. S'il a fait véritablement son travail, le groupe ou la collectivité doit pouvoir décider de la cessation de ses services. C'est à ce niveau que peut se constituer la cellule où s'exerce la démocratie culturelle. L'animateur a 2 employeurs, celui qui l'engage et celui pour lequel il est engagé. » Cependant, note-t-il, ce n'est pas bisounours, les tendances des groupes à se dégager de leurs responsabilités peuvent constituer un danger.
Le groupe devrait tout au contraire renforcer son pouvoir, c'est-à-dire celui de ses animateurs bénévoles. Donc ce n'est pas la place des travailleurs, c'est les participants, les animateurs bénévoles. Et de ses militants pour pouvoir utiliser librement l'animateur. La fidélité par le respect du contrat à l'employeur n'est pas une subordination. La nature de ce travail exige en effet des rapports horizontaux. À l'encontre de la hiérarchie prévalant entre l'employeur et l'employé, l'animateur doit à l'employeur et au groupe la franchise. Cela ne signifie-t-il pas que le contrat doit être situé à l'intérieur d'un collectif comprenant le groupe, l'employeur et l'animateur? Et je voudrais tirer deux conclusions de cette citation. La première, c'est que, effectivement, la reconnaissance de ce double employeur exclut intrinsèquement la programmation unilatérale par l'association et surtout la programmation unilatérale anticipée de ses objectifs et la fixation exclusive des critères de sens et de valeur qui justifient son action et la pertinence de son engagement. Pour les membres de l'association d'éducation permanente qui sont dans la salle, le rapport général d'évaluation qui nous invite à une auto-évaluation ne peut pas être rendu nul et non avenu par l'exigence d'un plan d'action opérationnaliste et programmatique, si ce n'est technocratique. Voilà un enjeu d'un acteur non humain. Bureau des méthodes, bureau des valeurs, vous voyez que nous pourrions nous-mêmes, hein, moi j'entends des gens qui me disent moi, les indicateurs c'est bien. Hein, bon. Alors, deuxième partie, assez rapidement, je surveille ma montre pour laisser tout le temps nécessaire à Farah. Est-ce qu'à partir de là, on peut donner un exemple d'une action plutôt offensive que défensive? Je pense que oui, et je vais prendre l'exemple du mouvement ouvrier, un mouvement social fort. Il identifie, Alain Touraine, hein, une ressource centrale pour la société, il en donne une interprétation qui lui est propre, et il revendique les rétributions et la participation au pouvoir qui sont assimilées, assorties à sa contribution à la production de cette ressource centrale. Donc prenons un exemple tout simple, hein, la démocratie, puisqu'on l'a évoqué. Ben, la démocratie, il faut quand même un peu y croire pour que ça fonctionne. Hein, la croyance, la confiance, c'est la ressource centrale dont nous avons besoin si nous voulons que la société soit le fait, la capacité que nous vivions en association avec les autres, et parfois en association. Voilà. Alors, le problème central est donc une perte de confiance que l'on constate aujourd'hui envers la démocratie représentative, si ce n'est la démocratie tout court, et l'état de droit qui peut l'incarner. Alors, l'entreprise publique, formidable, autonome, la RTBF, où nous sommes tombés bien bas. Donc prétend jouer un rôle dans cet enjeu. Autour de sa campagne Bye Bye Démocratie, assortie d'un point d'interrogation, nous rappelle-t-on, Sacha Daoud pense que la pratique du café du commerce peut régler le problème de la confiance, pourvu qu'il en soit lui-même l'animateur. Bon, alors notre contribution à cet enjeu est tout à fait différente, je pense. Et je voudrais argumenter que notre contribution est un travail d'intercesseur, en reprenant ce mot à Gilles Deleuze. Gilles Deleuze pensait qu'un pouvoir progressiste, j'ouvre une parenthèse, ils prétendent tous qu'ils le sont, hein. Bon, fin de la parenthèse, Gilles Deleuze dit qu'on doit attendre d'un pouvoir progressiste qu'il soit en phase avec les mouvements réels. Je cite, « un discours très proche des mouvements réels, capable de se concilier ces mouvements en constituant des agencements compatibles avec ces mouvements. » Alors, cette proximité d'un pouvoir progressiste avec les mouvements réels doit permettre de poser démocratiquement les questions que les dominants veulent cacher. Et nous l'avons entendu dans la table ronde, ce sont les questions qui concernent les groupes les moins favorisés, les groupes populaires, les groupes dominés. Et donc, pour que ces groupes aient accès à la participation, eh bien, ils ont besoin, dit Deleuze, d'intercesseurs, c'est-à-dire
de groupes qui acceptent de se laisser inspirer par les groupes dominés ou les groupes exploités et qui acceptent réciproquement de les inspirer. Et nous retrouvons là, tout à fait spécifiquement, me semble-t-il, le rôle des cellules de démocratie culturelle. Et donc, nous ne sommes évidemment en rien des sous-traitants, puisque nous acceptons de prendre le risque d'une intercession réciproque. Si je fréquente ces groupes, c'est pour me laisser inspirer par leur expérience que je ne connais pas. Et si je les fréquente, c'est en espérant qu'ils puissent eux aussi s'inspirer de l'expérience politique, par exemple, qui peut être la nôtre. Et cela va sans dire, vous aurez compris que pour Gilles Deleuze, il n'y a d'intercesseur légitime que libre et indépendant. Et donc c'est sur ce point que je voudrais terminer en rappelant visibilité, puisque Freddy l'évoquait, n'oublions pas que le travail des intercesseurs porte sur les questions que l'on veut occulter, les questions qui sont cachées dans la société. Et donc, le travail de visibilité, c'est de les porter au jour. Et évidemment, ça ne va pas plaire à ceux dont la carrière, qui pensent que leur carrière dépend de la com et de la visibilité qu'ils peuvent gagner en participant, en coupant des rubans, etc. Allez, pour terminer, donc je dirais que nous avons devant nous un magnifique enjeu de nous prétendre, de nous montrer, de nous définir comme des intercesseurs. Et devant cette bifurcation qui est la nôtre aujourd'hui, je pense que cela serait de nature à refonder les pratiques sociales d'une façon instituante et instituée. Tout est nécessaire, et je pense, pour gagner ce combat. Je vous remercie. Eh bien voilà, on arrive progressivement au terme de cette matinée. Alors ce qu'il m'a été demandé, c'était peut-être un petit peu de synthétiser cette matinée et puis de revenir aussi sur ce qu'entend entreprendre la FESEFA concrètement et politiquement sur ces questions. Peut-être réagir, parce que je représente un peu l'institution qui organise aujourd'hui la journée, à l'observation ou l'interpellation de l'administration. Pour ce qui est, par exemple, de la non-absence d'un représentant de l'administration ce matin au débat, il s'agissait avant tout de donner la parole à des acteurs de terrain, d'autant plus qu'il était question de mettre en avant un ouvrage collectif qui a été écrit essentiellement, alors certes avec certains du milieu académique, mais il était important d'entendre la parole des gens de terrain, raison pour laquelle il n'y avait ni l'inspection ni l'administration, mais on est tout à fait ouvert à organiser un autre débat dans le cadre duquel l'inspection et l'administration seraient invitées. Alors, remarque aussi sur la réforme du décret EP et sur sa supposée complexification. Je voudrais juste dire que nous, de notre côté, nous voyons cela, cette évolution, comme au contraire le renforcement des possibilités. L'idée, ce serait plutôt alors, du coup, en termes d'accompagnement de contrôle, que ce contrôle puisse se faire dans cette ouverture de possibilités et non pas dans une lecture de ces textes comme étant de plus en plus complexes. Voilà, ça c'était une remarque que je souhaitais mettre en évidence. Alors sur les initiatives émergentes, parce que c'est de ça dont il est question, et depuis cette législature-ci, on est très souvent face à des demandes de la part du gouvernement, mais plus particulièrement du cabinet de la culture, sur le fait de prendre en considération tous les émergents. Alors, je ne pense pas que ce soit le rôle de la fédération, de la FESEFA, puisque par définition, nous représentons l'institué, déjà par le fait que nous sommes représentatifs d'un secteur qui bénéficie d'un cadre organique, et nous sommes aussi transversalement des représentants de secteurs sur la dimension employeur qui bénéficient aussi d'un cadre organique. Alors il ne s'agit pas de mettre en concurrence ce qu'on appelle les initiatives émergentes et les initiatives, on va dire, instituées, pour ne pas dire autre chose. Je pense qu'il n'y a pas à les mettre en concurrence, il y a plutôt l'idée de se dire qu'on travaille tous ensemble dans des objectifs communs, c'est ce qu'on appelle la convergence des luttes.
et qu'au sein même de l'institué, il y a de l'innovation et il y a des pratiques émergentes. Et je pense que ça, il faut véritablement le garder à l'esprit. Donc, surtout ne pas mettre en opposition des initiatives qui se développent de façon différente, mais plutôt de les voir dans leur ensemble et dans ce qu'elles peuvent apporter pour la société. Alors, sur le caractère professionnalisation des associations, est-ce que ça reste des associations dès le moment où il y a des travailleurs, des directeurs, etc. J'ai juste envie de citer l'exemple de la FESEFA, comme j'en ai parlé ce matin dans mon introduction. Je vous ai dit que tout le conseil d'administration présent était super investi sur les questions. Ils se donnent à fond, ils ne comptent pas leurs heures. Et moi, en tant que directrice, eh bien, ma fonction, je la vis, je suis en plein dedans de manière militante et pas juste comme une exécutante de ce que le conseil d'administration me demanderait de faire. On a souligné ma ténacité et je pense que tu le sais, Freddy, quand je suis avec certains acteurs du monde politique, je dis bien les choses de manière politique et pas de manière... de manière belle et enjolivée. Voilà, je pense qu'il faut aussi comprendre que les travailleurs, parce qu'on les pointe, les travailleurs, et je pense à mes travailleurs à moi, dans leur mission, sont militants et sont engagés. Voilà, c'est pas parce qu'on a un salaire qu'on n'est pas militant et qu'on n'est pas engagé sur les questions qui nous occupent. Alors là, je reviens sur ma conclusion. Durant cette première partie de la journée, on a essayé de tenter de comprendre les notions de liberté associative et les notions d'autonomie associative. Et je pense qu'il est essentiel véritablement de comprendre ce que recouvrent ces notions pour saisir la portée de ce qu'on entend par atteinte aux libertés associatives et à l'autonomie associative. Alors la liberté d'association, c'est un droit. C'est ce droit constitutionnel qui est laissé à chacun, à chacune d'entre nous de former ou de rejoindre sur une base volontaire, et j'insiste là-dessus, et c'est ce qui fait toute la beauté du décret de l'éducation permanente, c'est celui effectivement d'amener comme condition de participation la condition de participer de manière volontaire, donc de rejoindre un groupe, un collectif de citoyens pour un projet donné. J'insiste véritablement sur le terme collectif, c'est un terme qui a régulièrement été évoqué. C'est le droit d'agir et de contester collectivement, de faire ensemble société, on l'a entendu, c'est-à-dire face à une société de plus en plus individualiste. C'est ça dont il faut prendre conscience, c'est qu'on est face à des évolutions sociétales face auxquelles il faut que l'on apporte des réponses collectives. C'est permettre l'expression collective de la parole et de l'action, lesquels, pris dans leur individualité, je pense par exemple à un peintre qui ferait une peinture contestataire, c'est un individu. Est-ce qu'il aura le même impact qu'un collectif de citoyens sur certaines questions? Voilà, ça, ce sont des questions que l'on doit se poser. Mais en tout cas, le collectif permet d'aller plus loin dans la transformation sociale et surtout d'avoir des dynamiques dans la poursuite des utopies. C'est un moyen, donc la liberté d'association, c'est un moyen permettant une participation critique à la vie politique. Le collectif, et on y revient de nouveau, c'est la société civile agissante, qu'elle soit instituée ou non. Et c'est une dimension fondamentale de l'action associative qui s'organise, Jacques Moriot l'a dit, contre un pouvoir, qu'il soit de type politique, économique, médiatique aussi, pouvoir sur lequel portent là ou les critiques. Alors de la liberté associative découle l'autonomie associative, c'est l'autonomie qui est laissée aux associations de se penser, de s'organiser, de déterminer librement les moyens d'action, de définir collectivement leur objet social et les objectifs et la manière aussi de les atteindre. Et là, on a vu aussi ce matin toute la difficulté de pouvoir rester autonome dans ce type de définition. C'est en somme la liberté de se gouverner par ses propres lois. Ce n'est qu'en mesurant donc le caractère fondamental de ces droits et principes et de leur portée que l'on est à même de saisir le danger que représentent les atteintes aux libertés associatives. Alors, moi j'ai envie d'en citer plusieurs, pas seulement celles qui ont été entendues ce matin. Je rappelle aussi qu'on a des atteintes d'ordre policier et judiciaire, c'est la répression des militants. Et à cet égard, comme je vous l'ai dit ce matin, on accueille à l'entrée de la tricoterie l'exposition Downshot, qui est portée par un ensemble de collectifs dans lequel on retrouve la Ligue des droits humains,
et Zintivi, qui sont des associations d'éducation permanente. Et c'est une exposition qui illustre et dénonce la répression de la liberté d'expression en Belgique et la criminalisation croissante de l'institué, mais aussi de tous les mouvements sociaux émergents, etc. On l'a vu aussi avec les Gilets jaunes. Il y a aussi des atteintes de type politique, il ne faut pas l'oublier, des atteintes à la réputation d'une association ou à celle de militants ou à de personnes engagées. On a vécu ça il y a quelques semaines. Des gens, surtout du secteur de l'éducation permanente, on a eu des associations de l'éducation permanente qui ont véritablement été mises sur le banc des accusés. Donc ne pas oublier aussi que ces personnes-là ont dû maximiser leur énergie pour répondre à ces attaques au lieu de maximiser ces énergies sur les objectifs et les missions qui sont menées par leur association. Et je pense aussi que là, il y a un rôle politique. Le rôle, j'aurais voulu que la ministre de la Culture m'entende, mais qu'à un moment donné, le politique sorte et de dire, à un moment donné, quand des associations sont reconnues, sont dans un cadre légal, qu'elles ont fait l'objet d'inspections, etc., il n'est pas question que l'on puisse entendre, de la part de politiques ou de la part de collectifs de citoyens, des attaques à leur encontre. Donc une espèce de réhabilitation. Il y a des atteintes de type financier. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, on en a beaucoup parlé. C'est toutes les questions d'imprévisibilité des financements publics dans certains cas. Parfois, la réduction et les coupes dans certains budgets qui entraînent du coup la diminution des subventions et qui entraînent de facto une forme de précarité associative et l'absence d'une stabilité qui permet aussi de pérenniser l'action dans le temps. Alors, il y a les atteintes de type réglementaire, je ne vais pas non plus m'attarder là-dessus, on en a beaucoup parlé, c'est tout ce qui est surenchère, des obligations aussi légales que les employeurs doivent rencontrer. Ce n'est pas seulement tout ce qui est de l'ordre de la justification des subventions. Je ne vais pas les citer pour dire que je pense à mal de cela, mais vous avez eu vraiment l'un à la suite de l'autre, il y a eu les marchés publics, c'est bien, mais ça demande du travail, et ça demande du travail et pour l'administration et pour les associations. Il y a eu le RGPD, c'est bien parce que ça nous garantit des sécurités en matière de données personnelles, mais ça demande un travail dingue administratif dans les associations. Il y a eu UBO, et puis il y a le CSA, le Code des sociétés et des associations. On en pense qu'on veut, mais il va falloir que pour 2024, tout le monde met en ordre ses statuts, ses différents règlements d'ordre intérieur pour être en concordance avec ces nouveaux textes. Donc voilà, je pense aussi qu'il faut remettre l'église au centre du village, Freddy. Je parle à toi parce que tu t'es peut-être senti visé en tant qu'administration, mais la complexité, le contrôle, les exigences, elles viennent mais de partout. Et c'est en tant qu'employeur, et je suis plus à même de le dire parce que je suis une fédération à la fois d'employeurs et sectorielle, mais c'est en tant qu'employeur et en tant qu'association qu'on subit toutes ces exigences et qu'il faut rencontrer. Voilà. Alors, et puis il y a aussi, et c'est tout récemment avec l'adoption du Code des sociétés et des associations, des atteintes que je qualifierais d'économiques. Voilà. Moi, je le vis en tant que mandataire. J'ai des mandats et je suis dans des espaces de discussion où il n'y a pas forcément que des fédérations de secteurs du non-marchand, mais on est aussi en discussion, en concertation avec des secteurs marchands privés. Et donc, depuis que ce Code des sociétés et des associations a été adopté, on observe un espèce de boulevard qui s'est ouvert à toute forme de remarques et de critiques de la part du secteur marchand privé. Et donc, ils ne se gênent plus. Autant, avant, ils pouvaient dire « mais oui, ils ont une spécificité, ils sont protégés par la loi de 1921 qui leur donne des tas de privilèges, c'est comme ça qu'ils les qualifient, et qui leur permettent de bénéficier de certains avantages. Aujourd'hui, du fait qu'on nous a intégrés dans ce Code des sociétés et qu'on efface cette frontière qui permettait de dire qu'il y a des associations qui bénéficiaient de moyens parce qu'elles n'étaient pas dans une logique de marchandisation des espaces collectifs, eh bien, parce que ces associations aussi s'occupent de choses, de missions d'intérêt général, elles peuvent bénéficier d'un certain nombre de choses. Il y a par exemple un régime d'impôt particulier, il y a la garantie d'échapper surtout aux règles de la concurrence et de bénéficier de subventions sans que les associations ne soient mises en concurrence à travers des marchés publics. Alors, nous, on a les appels à projets.
On peut en dire ce qu'on veut. Il y a de chouettes appels à projets qui viennent aussi vérifier des projets pilotes sur le terrain qui sont innovants et de voir si effectivement ça marche bien. Donc moi, je ne dis pas du mal de manière générale des appels à projets. Mais dans les appels à projets, quand on dépose un dossier, on est analysé en fonction aussi de ce qu'on propose concrètement dans ce dossier-là, et pas seulement par rapport au coût, comme dans les marchés publics, au coût et à un certain nombre de critères politiques qui auraient été mis en évidence. Alors cette réglementation, le CSA, permet de réduire la question fondamentale du droit de s'associer, c'est ça qui est important à comprendre, à celui de commercer, et fait disparaître l'une des dernières frontières formelles entre l'entreprise et l'association. Alors, je ne suis pas ici pour dire que les associations ne sont pas des entreprises. Au niveau européen, nous sommes tous considérés comme des entreprises et il ne s'agit pas ici de remettre en question cela. Il s'agit de dire qu'on est plus que des entreprises. On est des associations et on est mis sur des missions d'intérêt général, c'est-à-dire des niches dans lesquelles, parfois, les services publics n'ont pas la possibilité d'agir en raison de leur structure un peu plus lourde et face, nous, à notre souplesse qui veut que nous puissions être rapidement dans l'écoute des besoins qui sont exprimés sur le terrain et dans le développement de réponses rapides et innovantes. Alors, tout cela, bien entendu, toutes ces atteintes, toutes ces notions rappelées interrogent la place du fait associatif et le rôle des associations aujourd'hui dans nos sociétés démocratiques et en particulier en Belgique. Alors, je ne vais pas refaire l'historique du fait associatif, Jacques Mouriot l'a fait dans le cadre de son intervention. Mais il est indéniable, et ça je tiens aussi à le souligner, en Belgique, les associations sont une composante essentielle de notre société parce qu'aussi, on le voit, elles sont bien financées. Je veux dire, quand on regarde d'autres pays européens, notre expertise, elle est reconnue, et elle est reconnue aussi en étant financée et en bénéficiant de subventions publiques. Alors, il y a les subventions structurelles de fonctionnement et d'activité, mais je rappelle aussi qu'on bénéficie de plein de dispositifs d'aide à l'emploi bien financés, et des emplois sans lesquels des projets n'auraient jamais vu le jour. Je parle des ACS, des APE par exemple. Donc voilà, c'est une composante qui est reconnue dans l'expertise qu'elle apporte, qu'elle est reconnue aussi dans l'importance qu'elle a dans la construction d'une démocratie. Et donc ça, je pense qu'il faut véritablement le relever. Alors, face à ce constat, la question qui s'est posée ce matin, et notamment par Jacques Mouriot, c'est quel est du coup le rapport, qui est souvent très délicat, entre le secteur associatif et les pouvoirs publics. Alors, j'ai déjà envie d'emblée de dire en introduction que le rôle des associations dans un État où les services publics jouent un rôle essentiel, et je tiens à le préciser, il ne s'agit pas ici de se mettre en opposition aux services publics, elle doit véritablement se penser autrement qu'une mise en concurrence avec ces derniers. Alors, je rappelle, et c'est pour en venir à la charte associative, je rappelle que pendant de nombreuses années, par rapport à la question du rapport avec les pouvoirs publics et les services publics, le milieu associatif a interpellé régulièrement les politiques afin d'être reconnu comme interlocuteur et partenaire légitime. Alors, les discussions avaient été menées dans les années 90, ça a atterri en 2008 par ce qu'on appelle le pacte associatif, qui a pris ensuite le nom de charte associative, et c'est vrai, comme il a été dit ce matin, la charte, c'est essentiellement un texte où le gouvernement, les pouvoirs publics s'engagent. Autant le pacte associatif parlait des responsabilités réciproques de chacun d'entre nous, autant la charte associative est un texte qui vient avec un certain nombre de principes, de rappels de principes dont j'ai parlé, et un certain nombre d'engagements, dont, on l'a entendu ce matin, certains secteurs qui se plaignaient de ne pas pouvoir bénéficier, par exemple, de recours internes. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on est contre une décision, il faut aller au Conseil d'État. La charte associative, dans la charte associative, les gouvernements s'engagent à ce que tous les cadres organiques puissent disposer d'un outil de recours interne. Ça permet aussi un traitement égalitaire entre les associations. Donc, comme je le disais aussi, ce texte comporte un certain nombre d'engagements, mais il repose sur un certain nombre aussi de principes. La liberté d'association, la liberté d'expression, il est important de le rappeler, qui implique que les pouvoirs publics reconnaissent et encouragent la liberté d'expression des associations et notamment l'exercice de leur capacité critique.
Donc en fait, les politiques reconnaissent qu'ils puissent être critiqués. Et ça, je trouve que ce que comporte la charte associative est fondamental. Et puis, un autre principe qui est évoqué, c'est le principe de complémentarité entre l'action associative et l'action publique, qui implique que les pouvoirs publics, et c'est important à le souligner, s'appuient, donc ils reconnaissent qu'ils doivent s'appuyer dans leur action sur les services publics et sur les associations dans un souci de complémentarité et non de concurrence. Pour les raisons que j'ai évoquées, à savoir, nous sommes, nous en tant qu'association, en capacité de pouvoir entendre la parole et les besoins de terrain et en capacité de répondre très vite à ces besoins par des réponses innovantes. Alors aujourd'hui, où en est-on dans la mise en œuvre concrète de ce texte ? Eh bien, comme l'a dit Jacques Mouriot, il n'a pas été ratifié. On évoque des difficultés d'ordre technique et juridique pour mettre en œuvre ce texte-là. Mais ce qui est sûr, c'est que la FESEFA, en tout cas, malgré l'enlisement de ce texte-là, en fait encore quelque chose de prioritaire. Et dans le cadre de sa réflexion et de son engagement au sein du collectif 21, c'est un travail qui est mené pour voir comment est-ce qu'on peut réhabiliter cette charte associative. Alors peut-être un petit mot sur le collectif 21. Mathieu, tu t'es présenté comme membre du collectif, mais on n'en a pas beaucoup parlé ce matin. Le collectif 21, et c'est pas un hasard s'il s'appelle le collectif, ce terme de collectif est revenu très souvent ce matin, est un collectif d'associations et de fédérations d'associations soucieuses de réfléchir, de sensibiliser et de mobiliser autour de la spécificité, la légitimité, la nécessité du fait associatif. Pourquoi 21 ? Tout simplement parce que cette année-ci, on fête le centenaire de la loi du 27 juin 1921, qui est la loi sur la SBL et qui va s'éteindre de sa douce et belle mort en 2024, qui est le délai qui est prévu pour que toutes les associations se mettent en conformité avec le Code des sociétés et des associations. Alors le collectif, je le rappelle, met en garde contre les conséquences que l'intégration des associations dans le CSA aura à moyen et à long terme. Je ne reviendrai pas là-dessus. Donc, concrètement, l'objectif de la FESEFA, c'est réhabiliter la charte associative en tentant de la remettre à l'agenda politique des pouvoirs politiques, des partis politiques, sous cette législature ou sous la prochaine. Donc vous l'aurez compris, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. D'ailleurs, et comme Pierre-Yves Lux est présent, il est député écolo, voilà, il sait que nous rencontrons différents acteurs politiques sur ces questions-là dans le cadre du travail que l'on a au sein du collectif 21. Et nous essayons de voir avec chacun des groupes politiques comment réhabiliter cette charte. Alors peut-être pas la traduire de la façon dont les anciens souhaitaient la traduire, c'est-à-dire au travers d'accords entre les entités fédérées ou à travers un décret, mais il s'agit d'être créatif pour en fait réhabiliter les principes et les engagements qui s'y trouvent. Je voudrais juste signaler que pour l'éducation permanente, mais alors là c'est à l'initiative d'un ministre en particulier et dans la sphère de compétences qui lui appartient, mais quand le décret de l'EP a été réformé, un certain nombre de principes et d'engagements ont été intégrés dans le nouveau texte. Et donc voilà, ça ce sont peut-être des choses qu'il y a lieu de travailler avec d'autres secteurs qu'ils relèvent de la communauté française ou des entités régionales. Alors, autre dimension aussi sur laquelle la FESEFA entend également travailler, la question... à côté de la question de la charte associative, on réfléchit aussi à la pertinence d'un observatoire du fait associatif ou des libertés associatives. C'est l'idée d'un observatoire indépendant, mais qui serait reconnu et financé par les autorités, de la même façon que des associations d'éducation permanente sont reconnues pour le contre-pouvoir qu'elles représentent. Donc financé par les autorités et fondé alors, pourquoi pas, sur la base de l'article 27 de la Constitution ou sur la base des principes qui sont contenus dans la charte associative. Ce serait un organe qui serait à même de documenter les atteintes aux libertés et à l'autonomie associative, qui rendrait un rapport annuel qui serait débattu au Parlement et qui dresserait un tableau des diverses atteintes et entreintes que rencontrerait l'action associative sur le terrain, à l'image un petit peu de l'institution déléguée aux droits de l'enfant.
Alors, autre dimension sur laquelle la FESEFA entend aussi travailler, c'est la question de la spécificité du fait associatif. Une des pistes avancées dans le cadre de la réflexion que l'on a au collectif 21, c'est d'essayer, de tenter. Alors, ça ne sera pas un travail facile à faire parce que les acteurs sont nombreux et qu'il s'agit de faire entendre des partis politiques qui n'ont pas forcément le même point de vue sur la question ou la même sensibilité sur la question du fait associatif, c'est d'essayer de faire évoluer le CSA. Donc il ne s'agit pas de le remettre fondamentalement en question, il s'agit d'acter son existence, mais de voir comment faire évoluer un texte qui, de nouveau, réintègre des éléments qui viennent renforcer la spécificité des entreprises que nous sommes, mais surtout et avant tout des associations. Alors ça permettrait d'échapper totalement aux règles de concurrence, donc d'être garanti de ne pas rentrer dans des règles de concurrence lorsqu'à un moment donné l'État dit voilà, j'ai des moyens et je souhaiterais financer des projets. Il y a eu un exemple, je ne sais pas s'il a été cité par Anne-Hélène, mais on a vécu à un moment donné un gros moment de stress au moment de la réforme des APE sous la précédente législature régionale où à un moment donné le ministre de l'Emploi et de la formation qui menait cette réforme souhaitait que le budget qui lui revenait dans le cadre de cette réforme soit ouvert au marché public pour la formation et pour la remise à l'emploi des travailleurs. Et comme le disait Anne-Hélène, c'est vraiment le risque qu'à un moment donné, eh bien, ces marchés-là soient raflés par le secteur marchand privé, qui est construit de manière plus conséquente, qui a une occupation territoriale beaucoup plus grande et qui répondrait du coup aux différentes demandes et priorités dans le marché public beaucoup plus facilement que des associations. Alors, il est important aussi, et ça sera ma conclusion, de travailler concrètement sur les relations entre, d'une part, les associations, les services et les pouvoirs publics. On a l'impression que la confiance mutuelle qui a prévalu dans les années 70-80, comme le disait Jacques Moriot, l'âge d'or de la liberté associative subsidiée, on a l'impression que cette confiance mutuelle a disparu au profit d'une méfiance généralisée, qui est nourrie entre autres par l'idée que les deniers publics devraient être mieux utilisés. C'est la logique de l'obligation de résultat, c'est la logique de la vision à court terme, et que leur utilisation soit davantage encadrée et contrôlée avec les dérives et abus que l'on peut observer dans la nouvelle gestion publique. Alors l'idée, c'est de favoriser les concertations en amont. Je vise en cela des concertations de type sectoriel, donc lorsqu'il y a par exemple une réglementation qui doit changer ou dans le cadre de cette réglementation des dispositions qu'il y a lieu de mettre en œuvre, il s'agirait justement pour éviter des conflits, il s'agirait peut-être d'envisager bien en amont des concertations avec les secteurs et leurs représentants. Il s'agirait aussi de favoriser des espaces d'échange avec l'administration, par exemple, qui permettrait de prévenir d'éventuels malentendus, parce que souvent ce sont des malentendus. On parle beaucoup de conflits, de tensions, mais parfois il s'agit juste de se retrouver autour de la table, d'expliquer le ressenti de chacun, les difficultés de chacun, et très très rapidement, on s'aperçoit en fait qu'on rencontre les mêmes problèmes et qu'on est face aux mêmes difficultés. C'est la difficulté de ces nouveaux outils de gestion qui sont imposés à l'administration et ensuite qu'on nous impose par effet de domino. Donc il suffit en fait d'en parler et de voir du coup comment ensemble construire la gestion qui est rêvée par les deux parties. Donc c'est l'idée en somme de réenchanter nos relations. Je crois que c'est un terme que tu utilises, Geoffroy, dans la conclusion ouverte de l'ouvrage collectif. Il est essentiel de concevoir ensemble qu'il n'est pas question de travailler les uns contre les autres, mais les uns avec les autres dans une logique partenariale. Je pense qu'il est vraiment essentiel de mettre en évidence que nous sommes des partenaires. J'insiste, le rôle de l'administration et de l'inspection est central. Il est certes de contrôler, mais il est aussi et surtout d'accompagner les associations dans leur mission. On parlait de collectifs depuis ce matin, mais on le situe très souvent dans les collectifs citoyens. Je pense que le collectif se joue aussi au niveau de nos relations entre les administrations, l'inspection et les secteurs et les associations,
parce que c'est par le concours de chacune des parties que les objectifs de l'intérêt général, et c'est ce qui nous tient ensemble, hein, c'est l'intérêt général, peuvent être atteints. L'idée n'est-elle pas au fond de travailler ensemble, pouvoir et services publics, associations, contre la logique marchande qui convoite chaque espace de l'action collective? J'en veux pour preuve ces initiatives marchandes privées qui de plus en plus grappillent sur l'espace de formation, par exemple, du secteur de l'éducation permanente et qui ensuite viennent critiquer ces mêmes associations en disant « Oh là, il y a une concurrence du fait qu'elles bénéficient d'exonérations de TVA ». Donc voilà. Et c'est ensemble, collectivement, donc, de travailler contre cette marchandisation, mais aussi contre la montée de l'individualisme qui menace l'intérêt général. Alors, je n'invente rien, hein, je viens juste, en fait, de paraphraser le préambule de la charte associative. Vraiment, je vous invite à aller relire ce texte, il est criant d'actualité. Moi, je l'ai relu il y a 1 an, quand on s'est mis à travailler avec le collectif sur ce texte-là, et mon Dieu, je pense que le politique n'a rien à faire, hein. Il a à reprendre ce texte et à voir de manière créative comment lui donner vie et lui donner âme. Voilà, je vous remercie. Je vais maintenant laisser la parole à un membre du collectif Don't Shoot qui a demandé à pouvoir expliquer toute la démarche qui se trouve derrière l'expo. Je ne sais pas si cette personne est là. Oui, elle peut venir. Voilà. Et moi, je vous retrouve ensuite dans l'espace collectif du foyer pour enfin se reposer et surtout... Attendez. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on a enfin des espaces informels que nous n'avions plus à travers les Zooms et les réunions à distance. Voilà. Bonne journée. Bonjour à tous et à toutes. Merci au FESEVA de nous avoir invités à vous présenter une partie de l'exposition Don't Shoot. Ce n'est pas du tout sa version intégrale, les lieux ne le permettaient pas. Donc je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de la visiter un petit peu, mais tant qu'on était dans le coin, on avait aussi envie de pouvoir vous présenter de vive voix. Donc comme on l'a déjà brièvement annoncé, il s'agit d'une exposition collective entre Zine TV, dont je suis membre, la Ligue des droits humains, le collectif Krasny, qui est un collectif de photographes qui documente les mouvements sociaux, et un photographe individuel, on va dire, qui ne fait pas partie de collectif, Frédéric Moreau de Bellin. Et en fait, en discutant régulièrement et en partageant nos expériences de terrain, on s'est rendu compte que eh bien, on était de plus en plus empêchés, il était de plus en plus difficile de documenter l'action policière. Donc souvent, c'était un peu 2 constats simultanés, donc il était difficile de documenter cette action policière et que par ailleurs, la répression dans les manifestations, dans certaines actions menées par divers collectifs et militants était de plus en plus et de plus violemment réprimée. Et donc, voilà, en partageant ces constats-là, on a eu envie de mettre en avant des documents, des photographies qui auraient pu ne pas exister parce qu'elles ont tenté, parce qu'on a tenté d'empêcher leur prise de vue. Et c'est de ça dont est composée cette exposition. Donc il y a beaucoup de textes. Dans la version intégrale, il y a un peu plus de photos, mais là, il y a beaucoup de textes qui mettent en avant différents cas où les photographes ont eu affaire à la police. Peut-être dire aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que cette exposition a été soumise à plusieurs plaintes. On est encore en procès depuis près de 3 ans maintenant, donc ça continue. Il y a un peu l'explication et la ligne du temps de ces procès, de ces diverses plaintes de la part de différents policiers qui se trouvent à la fin de l'exposition. Donc je pense que c'est assez important de savoir que on essaie quand même d'empêcher régulièrement cette exposition d'être mise en place et vous dire qu'elle sera présentée dans sa version intégrale à Flagey en février 2022. Donc voilà, c'est un peu loin, mais je vous invite déjà à le noter dans votre agenda. Et il y aura toute une série de rencontres, d'ateliers, de visites guidées qui seront menées autour des questions de la liberté d'expression, de la répression des mouvements sociaux et de mettre en avant, de rappeler que c'est vraiment... il est capital de pouvoir documenter l'action policière et qu'on a le droit de filmer la police, bien entendu. Donc voilà, j'espère que vous la trouverez pertinente et intéressante. Elle se trouve dans le couloir et il y a encore, je pense, pas mal de petits livrets qui reprennent différentes informations au sujet de cette exposition. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi. Merci.